C'était Che Guevara, la fabrique d'une icône documentaire auquel vous pouvez réagir sur le DocuDébat, hashtag DocuDébat, et puis qui a été réalisé par vous, Jean-Hugues Bayrou, merci d'être là. À vos côtés, Philippe Moreau-Chevrolet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes communicant, président de MCBG Conseil. En face de vous, Christian Delporte, historien des médias. Bonjour. Vous êtes aussi professeur à l'Université de Versailles. Et enfin, Odon Vallet, bienvenue, vous êtes historien des religions. Bonjour. Bonjour et merci à tous d'être là. Alors Jean-Hugues Bayrou, vous êtes un ancien journaliste photographe du Monde, entre autres. Vous avez écrit un livre sur le Che, aujourd'hui vous réalisez un documentaire sur le Che. D'où vous vient cette fascination pour lui? Alors c'est pas une fascination particulière pour Che Guevara, mais plutôt une fascination pour les images, pour le monde des images et leur décryptage. Et j'avais très envie de faire, après le livre, un documentaire pour préciser quelques idées que je n'avais pas eues encore au moment du livre, parce que le livre a 10 ans. Et donc en 10 ans, j'ai pu apporter quelques précisions sur le propos. Et puis aussi, il y a des choses qui se sont passées dans le monde qui m'ont beaucoup étonné. Par exemple? Comme le printemps arabe qui a mis la figure de Che Guevara comme ça en avant. C'était assez inattendu. Parce que je le croyais très lié à une esthétique en fait catholique. Donc de le voir dans un pays musulman, ça m'a un peu étonné. Et voilà, donc je me suis posé de nouvelles questions sur la figure et j'ai voulu faire un documentaire. Mais je suis toujours parti sur Che Guevara pour le livre et pour le documentaire parce que c'est une figure assez universelle tout de même. Et qu'il me semblait que c'était bien que chacun parte avec cette image en tête. Tout le monde a cette image en tête. On l'a croisée tous, soit sur des objets dérivés, sur des t-shirts ou dans d'autres contextes plus engagés. Et tout le monde connaît cette image. Donc faire un documentaire d'analyse de l'image, ça me semblait bien que tout le monde parte du même point. Tout le monde soit un peu égal, à égalité de départ sur une figure populaire. Et qu'est-ce que le documentaire vous a apporté en plus dans votre vision du personnage et puis du décryptage de l'image? Par rapport au livre, là on est en plein dans l'image, c'est-à-dire il y a ce mélange de narratif, d'un récit, et de l'image qui est en continu. Or, la vie de Che Guevara, c'est un récit par l'image. Ça mélange tout à fait les deux. Ça a toujours cette dimension iconographique très forte chez lui. Il était très bon photographe, il maîtrisait le langage de l'image parfaitement. Et aussi le récit, c'est-à-dire il y a un récit héroïque derrière qui est très construit. Donc voilà, en fait, c'est un personnage qui convient parfaitement pour un documentaire, je pense. Vos réactions autour de cette table, est-ce que cet intérêt pour le Che est partagé? Oui, parce que c'est une figure charismatique, et puis parce qu'on le retrouve un peu partout dans le monde. Moi, je l'ai retrouvé à Oman, par exemple. Oman, c'est particulier parce que vous avez les habitants du pays qui, eux, sont légitimes, sont là et sont riches, relativement riches, c'est un pays riche. Et puis, on a une classe ouvrière, pakistanaise souvent, qui est transitoire, qui est là pour durer quelques années et repartir, et qui est très exploitée et très mal tolérée, en fait, par les habitants d'Oman. Et j'ai vu sur un pilier d'un pont cette représentation de Che Guevara, mais on va dire à la pakistanaise, indianisée, et c'était très étonnant aussi. Donc j'ai une sorte moi aussi d'épiphanie à ce niveau-là. Et je me suis dit, mais c'est quand même fou que ce symbole de Che Guevara ait traversé non seulement les époques, mais aussi les cultures, et pour finir dans une culture pakistanaise qui n'a absolument rien à voir avec cette culture-là. Et soit récupéré. Christian Delporte? Oui, moi, il y a deux choses qui m'ont intéressé. D'abord, c'est l'aspect de décryptage de l'image. On dit toujours il faut des films, des émissions pour décrypter l'image. Là, on en a un très bon exemple. Et comme historien, je m'y retrouve complètement. Et puis, ce qui est très bien fait dans le film de Jean-Hugues Bayrou, c'est finalement, il montre très bien un modèle d'icône profane. Comment ça se fabrique? Il montre très bien comment une personne devenue une personnalité devient un personnage. Comment on s'approprie finalement son histoire. On devient une icône profane quand on ne maîtrise plus son histoire lorsqu'elle est écrite par d'autres. Alors on va y venir, Odon Vallet, une réaction sur la figure du Che. Alors, le Che était une icône. En grec, icône, c'est une image, surtout une image religieuse. Et le visuel est essentiel. Guevara avait
le béret et la barbe, exactement comme l'abbé Pierre. S'il n'y avait pas de barbe et de béret et de soutane, il n'y aurait pas d'abbé Pierre. De la même façon, Allende est aussi un martyr à sa façon, victime du coup d'État chilien de Pinochet, mais il était en costume bien classique, c'est pas une icône. Si vous prenez l'Inde, vous aviez Gandhi dans sa robe de laine, une icône. Mais Al Jinnah, le fondateur du Pakistan, son contemporain, en costume croisé, Oxford de 3 pièces, pas du tout une icône. Il y a un aspect visuel, quelque chose qui fait que cette personne est différente des autres. Si Che Guevara avait été habillé comme n'importe qui, il n'aurait pas eu ce statut d'homme du peuple, sorti du peuple. Or, c'est Vox Populi, c'est la voix du peuple qui fait une icône. Et quand vous êtes une icône, on cherche uniquement le bien, on ne trouve pas de mal. Vous êtes une personne sacrée. Alors justement, on vient de voir dans le documentaire que le Che est encore célébré en Amérique latine comme une divinité, donc une icône, on vient de le dire. On réécoute juste un extrait. Hemos pagado una moto para que me traiga a mi hijo aquí a presentar mi promesa, digamos, la almita de Ernesto Che Guevara. Es lo mismo, esta almita vio hace rato un señor nos estaba llevando la contra y nos decía, pues, ¿cómo van a venir cómo de una persona viva nos veneran, un muerto viene a venerarnos, decía el señor. Nosotros le decimos, si es una persona viva que venía a morir aquí en la tierra, es igual como el Señor. A él le pedimos con fe y nos ayuda, es lo mismo, le dijimos. Alors, est-ce en raison de cette dimension christique que l'on a donné le nom d'icône à une personnalité comme le Che, puisque une icône, comme vous venez de le dire, c'est avant tout un objet religieux. Oui, alors on est en Amérique latine et le lien entre religion et politique est constant. Le Mexique est devenu indépendant grâce à des prêtres qui, dans les années 1810-1820, les curés Hidalgo et Morenos avaient le fusil à la main. Ils ont tué des gens pour avoir l'indépendance. Le père Aristide a été président de Haïti, là aussi, par la violence parfois. Au Nicaragua, il y avait une guérilla dans laquelle il y avait des prêtres et même des jésuites. Le pape François en sait quelque chose, il n'était pas d'accord avec eux. Il est impossible de séparer politique et religion en Amérique latine et incontestablement, ça a favorisé son statut d'icône. N'oublions pas que Fidel Castro, par exemple, a été élevé chez les jésuites, les frères des écoles chrétiennes, les maristes, a pensé se faire prêtre, même s'il a eu par la suite une politique anticléricale. Là-bas, catholique, révolutionnaire, c'était quelque chose de relativement courant. Et inversement, catholique, anti-révolutionnaire et même tortionnaire, c'était aussi courant. Vous êtes d'accord, Christian Delporte, Oui, salut sociable? on pourrait même remonter un petit peu dans le temps, parce que la première véritable icône révolutionnaire des temps modernes est italien, c'est Giuseppe Garibaldi. Et en fait, le chef des chemises rouges était adoré quasiment comme un dieu. Lorsqu'il se présentait dans les villages, les femmes se précipitaient vers lui pour leur présenter leur enfant pour qu'il le bénisse. Les soldats lui demandaient un bouton de son uniforme comme un talisman parce que les balles ne l'atteignaient jamais. Et évidemment, la société italienne, au moins à cette époque-là, était nourrie de religiosité. Philippe Moreau-Chevrolet, vous voulez réagir? Le politique, le religieux? Ça a toujours été mêlé, et le roi de France, à l'époque, était supposé guérir les écrouelles. C'est-à-dire qu'à la sortie de la messe, il était supposé véritablement guérir les plèbes et guérir les maladies. Il y a toujours eu un lien entre le sacré et le pouvoir, même dans des cultures comme la nôtre, qui dominent encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit des reliquats de ça dans le rôle qu'on demande au président de la République. On demande au président de la République d'être capable d'accomplir des miracles d'une certaine façon. Et quand il voit un Français en direct sur un plateau de télévision, quelque part, quand il prend soin de lui, eh bien métaphoriquement, il prend soin de lui, prend soin de la France et il réalise une sorte de miracle. C'est Deus ex machina. Oui, c'est ça. Ouais. Mais alors pourtant, ce qui est étonnant avec le Che, c'était que c'était un anticlérical, Jean-Hugues Bayrou. C'était même un homme dur, capable de faire fusiller ses compagnons de maquis. C'était en fait un grand individualiste de la Révolution. On est très loin de l'image du Christ. Alors, est-ce que sa mort a permis de fabriquer l'icône, de récupérer un symbole avant tout? Oui, il y a un aspect sacrificiel chez lui qui va nous amener directement aux politiques. C'est-à-dire qu'on n'a pas cité la théologie de la libération, qui était aussi un peu postérieure et qui était présente un peu ensuite. Il y a le double corps de Che Guevara. Il y a le corps humain et puis il y a le corps qui va être sacré, comme il y a le corps du roi, un corps charnel et puis un corps politique. Christian Delporte, on récupère la mort comme ça précoce permet de récupérer une image et...
Oui, d'autant que, en fait, on l'a bien vu dans le film, il y a une erreur de communication. Je veux dire qu'on présente le corps du Che pour montrer, voilà, c'est fini, il est mort, et en fait, tout commence. Et c'est là que vient le contexte, parce que on est dans une période où les sociétés sont en ébullition révolutionnaire. Et donc, l'icône prend parce que le contexte favorise cette émergence. En Amérique latine, mais également en Europe. Si on va vers la marchandisation à un moment donné, c'est qu'on est passé par une étape qui était l'adoration quand même du Che, avec ses grands posters que l'on affichait dans sa chambre. Odon Vallée, pourquoi on a récupéré l'image de Che Guevara? Qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment de sa mort? Je pense qu'on a toujours besoin d'un leader charismatique, mort ou vivant. Et peut-être Che Guevara n'a pas eu d'héritier, leader charismatique, pour une bonne raison d'ailleurs, c'est que la violence a quand même diminué par la suite en Amérique latine. Il y a eu un début de démocratisation et donc il y avait moins de leaders martyrs. Le pape François, qui est une nouvelle icône d'ailleurs, à l'époque en Argentine avait le problème suivant. Ou bien il apparaissait comme défenseur des militaires tortionnaires du général Videla, ou bien avec la théologie de la libération interprétée de manière radicale, il était l'allié d'un certain nombre de prêtres guerreros au Nicaragua ou ailleurs. C'était très difficile de rester entre les deux parce que tout était extrémiste de droite ou de gauche à l'époque. Progressivement, ce qui s'est passé en Amérique latine, c'est que les forces politiques sont devenues moins extrêmes avec une élévation du niveau de vie. Et donc, on a beaucoup plus aujourd'hui besoin d'hommes ou de femmes qui réussissent que d'hommes ou de femmes qui promettent le ciel, le paradis sur terre, enfin tout ce qu'on voudra. Voyez-vous, regardez Ayrton Senna, le grand pilote automobile, sa sœur Viviane Senna, c'était une icône Ayrton Senna, hein. Au Brésil, sa sœur a créé une fondation qui a un énorme succès pour aider les enfants dans leur scolarité. Au Brésil, on ne demande plus le salut miraculeux, on demande tout simplement de faire de meilleures études pour mieux gagner sa vie. Mais alors, pourtant, vous dites aujourd'hui on n'a plus besoin de cette image-là, et pourtant, en Bolivie, Evo Morales, en 2006, disait « Nous allons terminer la bataille que le Che a commencé, se pose en héritier, nous sommes guevaristes, socialistes et révolutionnaires ». Tout ça dans sa lutte contre l'Empire américain. Christian Delporte, pourquoi on fait vivre encore aujourd'hui aussi fortement cette image? Pour quel besoin? Parce qu'elle est très positive. Parce que l'homme et le personnage résument tout. Et à lui seul, un idéal. C'est ça qui domine chez Che Guevara, comme ça dominait chez d'autres icônes révolutionnaires avant lui. Le Che conserve une image très romantique, Jean-Luc Bayrou. À quoi c'est dû? C'est la quête de l'impossible, le charisme. Alors, je regardais le charisme en grec, ça veut dire grâce d'origine divine. Donc, on y revient toujours. C'est ça qui lui a donné cette dimension romantique? La dimension romantique, je pense qu'elle est aussi liée à ce regard qui est perdu vers l'horizon et à cette étoile sur le béret qui trace en fait un idéal à venir. Donc on est à peu près dans l'iconographie romantique de Byron ou d'autres comme ça, ou de Rimbaud. Hein, en fait, le portrait de Carja de Rimbaud est assez proche du portrait de Corda de Che Guevara. C'est des figures qui nous amène ailleurs, qui regarde dans un lointain indéfini, à un avenir meilleur, de toute façon, puisqu'il y a bien l'étoile qui est là pour dire que ça sera meilleur. Et donc, oui, c'est ça qui donne l'aura romantique du personnage aussi, sur le plan iconographique. Alors, si vous voulez, la Grèce, hein, en grec, le charisme, c'est la grâce surnaturelle, mais c'est aussi la grâce physique, les trois grâces. Alors, Che Guevara était plutôt beau gosse étant jeune. Lorsqu'il était étudiant en médecine, il était réputé avoir plutôt des succès féminins. Il avait un physique qui appelait une certaine forme de reconnaissance. N'oublions pas que ce sont les femmes qui font les icônes le plus souvent. Christian Delporte ? Je crois que l'icône profane, à l'image de Che Guevara, réunit trois ingrédients. Il y a le charisme, on l'a dit, hein, ce don naturel, indéfinissable. Il y a le destin, parce que il y a quand même le destin, parce qu'il est effectivement, il a été fauché dans sa jeunesse. Mais en fait, on parle d'icônes politiques, mais on pourrait parler d'autres types d'icônes. Hein, James Dean, James Dean, Marilyn Monroe, etc. Et puis, entre les deux, il y a le récit. Et le récit, c'est un récit d'aventure, d'épreuves, de combats, sur lequel on va pouvoir
brodé, et c'est ce qu'on a fait après sa mort. Le pitch de Che Guevara, c'est celui qui est mort pour son idéal. C'est ça qui va. Comme James Dean est mort d'être jeune, c'est-à-dire d'avoir voulu une accélération un peu trop forte du monde. Il est mort en voiture. Marilyn Monroe, elle est morte d'être fatale aux hommes et à elle-même. Mais c'est des petits pitchs comme ça qu'on peut retenir. Che Guevara, c'en est un, clairement. Audon Vallée, vous dites c'est les femmes qui font les icônes. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce qu'une icône doit forcément, nécessairement avoir un pouvoir émotionnel? Oui, une icône, c'est une émotion, c'est qu'on transmet en une seconde quelque chose d'indéfinissable qui fait qu'on se sent concerné, qu'on a envie aussi de la porter sur soi, ce qui est quand même particulier, de porter le visage de quelqu'un d'autre sur soi, c'est pas évident. Et puis ça suppose oui, il y a une sorte d'universalité, on se reconnaît tout de suite en Che Guevara. Il n'y a même pas besoin de mots ni de récits autour, en fait, on comprend instinctivement ce qu'est Che Guevara par sa barbe, par ses cheveux, par effectivement le béret, par l'attitude, le regard vers l'avenir, et puis parce qu'on le connote à un combat, à quelque chose de l'ordre du combat pour la liberté, pour l'émancipation. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est une image quand même qu'il a partiellement construite. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui maîtrisait l'image, donc il n'était pas du tout innocent dans sa démarche. Il a forgé sa légende. Et puis l'autre qui a contribué à forger sa légende, c'est Fidel Castro, parce qu'une fois mort, le portrait de Guevara, il est partout à Cuba quand vous allez à Cuba. C'est le mythe fondateur de Cuba, plus important que Fidel, il y a Che Guevara. Et en fait, il a ressourcé la révolution perpétuellement, Fidel Castro, dans Che Guevara. Alors effectivement, le Che doit aussi son mythe aux années 60, qui est le moment de l'émergence d'un nouveau médium, qui est la photo de presse. Et en plus, avec l'absence de copyright, ça a permis de diffuser massivement son image. Vous dites qu'il avait conscience de son image. C'est une des premières figures à conscientiser l'importance de son apparence. Il a choisi sa panoplie entière? Oui, je pense que c'est une coproduction là aussi avec Fidel Castro. En effet, ils sont tous restés, Raoul, Fidel, Camilo Cienfuegos et Che Guevara, avec ce même code vestimentaire, la panoplie, c'est le treillis olive, la barbe, enfin Raoul plus difficilement, mais en tout cas il essayait. Et le béret aussi. Donc ils avaient décidé tous les quatre de ce code vestimentaire. Et ça, on ne peut pas parler de culte de la personnalité, parce que le culte de la personnalité, c'est peut-être plus une figure paternelle. Oui, puis on va y revenir. Alors que là, ce sont des compañeros, c'est une fraternité, c'est une fratrie qui va mettre en place ce code. Et c'est là qu'en effet, sur la scène politique internationale, on va être très étonné de les voir débarquer, par exemple, dans des conférences internationales à l'ONU ou ailleurs, alors que le dress code de l'époque, c'est quand même l'habit 3 pièces occidental. Ouais. Quoi. Mais justement, restons là-dessus. C'est très intéressant ça. La figure du frère, dont on va reparler ensuite par rapport aux djihadistes, qui la reprennent aussi. Quelle est la différence avec la figure du frère et la figure du père? Christian Delporte. Je crois que la grande différence, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait une communauté. Que les deux éléments là, à travers l'habit caractéristique de ces guérilleros, c'est d'une part, ce sont des hommes d'action, ce sont des combattants qui sont prêts à assumer des épreuves, et d'autre part, ils ne sont pas seuls. Ils sont une communauté, et cette communauté peut s'élargir. Et à travers précisément cette image véhiculée du Che Guevara, elle peut s'élargir partout dans le monde, y compris en Europe. Est-ce que c'est aussi puissant, la figure du frère, que la figure du père? Je pense par exemple à Staline, qu'on appelait le petit père du peuple, qui est responsable, rappelons-le, de 6 millions de morts, 18 millions de déportés. Aujourd'hui, Vladimir Poutine n'a jamais officiellement condamné sa tyrannie. Est-ce que c'est justement pour que la figure forte demeure sur la Russie et empêche quelque part la démocratie réellement de s'installer? La figure du père, c'est une figure d'autorité. Donc c'est une autorité qui va de haut en bas, alors qu'on est dans la transversalité quand il s'agit de fraternité. Et donc il y a un échange, il y a une forme d'égalité, et il y a un mouvement auquel on peut plus facilement adhérer. Audon Vallée. Oui, alors Staline, l'ancien séminariste, a toujours ses partisans en URSS, mais vous savez qu'il y a un retour à Mao Tse-tung aujourd'hui en Chine également, et il y a beaucoup de monde à son mausolée. Mais ce sont plutôt effectivement des images de père. Mais les icônes sont souvent faites par les femmes, mais aussi par les jeunes. Or, quand il est devenu populaire, ce sont des jeunes
y compris des jeunes occidentaux, américains du Nord, européens, qui en ont fait leur idole. Pour être grand frère, il faut avoir 30-35 ans, il ne faut pas en avoir 60. Donc il y a eu un effet générationnel, disons en gros la génération 68, qui a joué énormément, alors que Ho Chi Minh, lui, c'était la figure du père. En dictature, on parle davantage de culte de la personnalité que d'icône. Pourquoi, Philippe Moreau-Chauvet? Parce que les régimes totalitaires de ce type n'assument pas forcément le caractère religieux de l'iconographie qu'ils manipulent. Vladimir Poutine, il est en train de créer une sorte d'imagerie tsariste. En fait, il revient à la grande Russie. Alors, il ne peut pas annihiler non plus la période soviétique. Il ne va pas critiquer Staline, parce qu'au fond, on est d'accord, il y a une forme de continuité de l'autorité forte. Mais c'est quand même un retour à l'imagerie tsariste. Donc, ça va être la religion qui revient quand même. Ça va être le fait de dire que la Russie est grande, la Russie a des frontières qui dépassent ses frontières actuelles. Et tout ça est mêlé intimement au religieux, mais ne s'assume pas nécessairement comme une iconographie religieuse. Donc on va parler de culte de la personnalité. On est plus sur... C'est un jugement extérieur aussi que les cultures extérieures vont porter sur ces cultures-là. Alors l'expression culte de la personnalité a été popularisée par le 20e congrès du Parti soviétique en 1956 sous l'animation de Nikita Khrouchtchev. Pourquoi? Parce que, en principe, chez les soviétiques, le pouvoir appartient aux soviets, c'est-à-dire à un organisme collectif et jamais à une personne. Or, Khrouchtchev a accusé Staline avec sa personnalité de s'être écarté du marxisme authentique en ayant fait une sorte de culte de la personnalité semi-religieux qui était contraire à la doctrine marxiste. Et Khrouchtchev a dit un bon marxiste, il ne doit pas céder au culte de la personnalité. Il y a eu pareil quand Mao est mort, on a dit attention, le culte de la personnalité maoïste, c'est contraire à un vrai marxisme-léninisme. En ce qui concerne Che Guevara, c'est quand même très différent parce qu'il n'a jamais été au pouvoir, il a toujours été... D'ailleurs, il a refusé le pouvoir. Il a refusé. C'était pas un homme de pouvoir, c'était un homme de révolte. Donc ça n'a rien à voir. C'est aussi, s'il est devenu une icône, c'est grâce à Fidel Castro, assez intelligent pour comprendre qu'on pouvait l'accuser de culte de la personnalité et qui a déporté l'adoration vers Che Guevara comme écran de représentation et puis éternellement jeune. C'est-à-dire que cette révolution qui prenait quelques rides déjà, grâce à Che Guevara, elle restait éternellement jeune. Che Guevara a été au pouvoir quand même. Ce qui est intéressant, c'est que pendant son période de pouvoir, d'ailleurs on le voit dans le documentaire, il a créé quand même de l'iconographie. Et il l'a fait un peu à la Montebourg, c'est-à-dire qu'il a surtout cherché de l'image et des gestes symboliques, peut-être avant de chercher autre chose. Voilà. Et c'est intéressant de... C'était un mauvais économiste, il comprenait pas grand-chose. Voilà, c'était pas nécessairement quelqu'un qui savait comment ça devait marcher, mais il savait produire de l'image et du sens. Donc quand il est torse nu dans une usine, ça a quelque chose d'incroyable, mais ça a quelque chose de très puissant aussi. Et personne n'est allé aussi loin dans la communication économique, je dirais, de cette façon-là. C'est intéressant ce qu'il a fait. Alors la jeunesse, la révolution, le sacrifice, le guerrier frère, c'est un peu les codes du djihad aujourd'hui, de l'appel au djihad. Philippe Moreau-Chauvet, vous dites la panoplie du Che se retrouve chez les djihadistes. Oui, et je pense que c'est délibéré de la part de Daesh d'utiliser cette iconographie. C'est efficace auprès des nouvelles générations qui n'ont pas nécessairement connu Che Guevara, mais qui ont ces codes-là en tête quand même, parce que ça fait partie de notre culture populaire, et puis parce qu'ils achètent aussi ces t-shirts maintenant, même s'ils ne savent plus ce que ça veut dire. Et Daesh reprend exactement ces codes. On a l'homme à la barbe, avec le regard vers le lointain, dans une combinaison treillie, et qui se bat pour une émancipation. Ça n'est pas nécessairement un combat sympathique. Cuba était beaucoup plus sympathique aux yeux du grand public occidental, en tout cas dans les années 60. Daesh est extrêmement impopulaire à l'Occident pour des très bonnes raisons, mais ils ne voient pas, ces jeunes-là ne voient pas nécessairement les horreurs de la guerre derrière. Ils ne voient pas nécessairement, d'ailleurs, Che Guevara, une mitraillette à la main, les jeunes des années 60 non plus. Ils ne voient pas les morts en face. Ce qu'ils voient, c'est l'imagerie de révolte que ça suppose. On ne peut pas se révolter de cette façon-là dans nos sociétés occidentales, mais on a cette possibilité peut-être de le rêver, de l'imaginer. Oui, alors il faut faire très attention en ce qui concerne l'islam. De la même façon que Khrouchtchev a fait dire un bon marxiste ne peut pas accepter ce culte de la personnalité stalinien, dans l'islam sunnite, normalement, il ne doit pas y avoir de culte de la personnalité. Vous savez que les islamistes purs et durs refusent, par exemple, le culte des marabouts en Afrique. Ils ont même détruit des mausolées de marabouts au Mali. Et le bon musulman
ne vénèrent qu'un seul Dieu, Allah. Et il n'y a pas de représentation de Et Mohamed. il n'y a pas de représentation. Et même le prophète, s'il est éminemment respecté, il ne doit pas y avoir un culte de la personnalité de Mohammed, parce que ça ferait écran à la révélation divine via l'ange Gabriel. Donc ça me paraît assez dangereux de faire des cultes de la personnalité dans l'islam. Ça serait dans le chiisme, c'est un peu différent. Il y a des saints, il y a des Il y a eu martyrs. Ben Laden. Il y a eu Ben Laden, mais Ben Laden, est-ce que vraiment c'est le meilleur représentant de ce qu'est l'islam, entre guillemets, Certainement révolutionnaire? pas, mais en Oui. parlant des groupuscules Tout à fait. Je pense que d'appel au djihad. Daesh a une approche de la communication qui est extrêmement différente de tout ce qu'on a connu auparavant. Et c'est bien pour ça qu'ils vont se utilisent casser tous la les codes figure de la d'ailleurs. modernité. Ça, c'est possible. Mais ils utilisent tous les codes de la modernité et ils savent comment séduire une cible marketing jeune. Voilà. En gros. Ils font un marketing politique qui est extraordinairement intéressant et effrayant. Voilà. Mais qui risque de ne pas durer à cause de Ça, ça. c'est possible. On va Christian l'espérer. Delport. Justement, contrairement au terrorisme version Ben Laden, où là il y avait effectivement une icône d'une certaine manière, pour Daesh, il n'y en a pas vraiment. Je veux dire, il y a Non, un il y a pas de modèle. chef. Il y a un modèle. Il y a des Et le icônes. modèle, c'est le modèle du combattant, où le message finalement de l'islam est mis sous la touche, gommé. Et c'est avant tout Voilà, le, c'est la, le profession combat du et mar- l'action. la prophétie du martyr, en fait. Oui, tout à fait. Oui, c'est le seul message. Alors justement, en quoi ce message aujourd'hui est cohérent avec la société? Parce que dans la fabrication d'une icône ou d'un modèle, il faut qu'il y ait une cohérence. Est-ce que, ma question, c'est peut-être dans les sociétés occidentales qui n'acceptent plus de souffrir aujourd'hui, est-ce que la mort est devenue un fantasme? Est-ce que c'est le problème de la mort ou est-ce que c'est Mais le problème la prophétie du martyr Bien sûr. et mais- de mourir, on c'est plus- appelle des c'est jeunes le à aller récit. mourir. Est-ce que C'est c'est plutôt le ça ou problème du récit. est-ce que c'est pas l'idéal et le récit de l'action Oui. et de l'action qui passe par le combat. C'est le fait de ne pas être impuissant aussi, le fait de pouvoir reprendre son destin en main, le fait de pouvoir accomplir quelque chose collectivement qui ait du sens. Et c'est ça, pour moi, je vois plutôt ça comme ça. C'est ça, je pense que c'est l'absence des grands récits, la fin des grands récits, qui donne un vide énorme. C'est-à-dire avant, on pouvait se sacrifier pour quelque chose, pour une idée qui nous transcendait. C'est de plus en plus difficile de trouver une idée qui nous transcende aujourd'hui. Et donc, en effet, le monde musulman a trouvé cette cause-là, alors que l'Occident l'a totalement perdue, sans doute. En ajoutant quand même que ça prend une certaine dimension aujourd'hui, mais c'est pas complètement nouveau. Je veux dire qu'au moment du conflit bosniaque, on avait déjà ce modèle qui était en train de naître. Et le cas de Lionel Dumont nous montre que déjà il y avait des Occidentaux qui se convertissaient à l'islam pour aller combattre sous l'uniforme Moudjahidine. Je pense que le grand récit En aujourd'hui... Tchétchénie aussi. En Tchétchénie aussi. Le grand récit aujourd'hui pour la jeunesse, c'est le récit écologique. C'est le grand récit universaliste qui va remplacer tous les grands récits, c'est peut-être celui-là. C'est pour ça qu'on a en effet des jeunes qui s'engagent d'une manière assez radicale dans l'écologie. Et Rémi Fraisse, aujourd'hui, il est mort pour ses idées. C'est pas un djihadiste, hein, contrairement à ce qu'on a pu dire, certains ont pu dire. Mais en tout cas, il est mort pour ses idées. Mais il y a même certains historiens qui disent qu'en fait, il n'y a pas de message dans l'appel, dans les vidéos et dans la communication des djihadistes. Certains disent qu'en fait, comme il n'y a pas de chef, que ce sont des groupes concurrents, il y a une escalade de la violence, et tout ça pour communiquer et chercher, en fait, à récolter des financements auprès du Golfe. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie ? Ils sont quand même assez autosuffisants financièrement aujourd'hui. Ils ont accès à des ressources pétrolières, donc ils ont quand même de l'argent. Hein. C'est une rébellion qui est riche, hein. C'est pas une rébellion qui dépend totalement de l'extérieur. Je pense qu'ils vont chercher des soutiens politiques surtout. Et il n'y a rien de plus déstabilisant que de voir des jeunes partir en fait français établis en Normandie, enfin, qui n'ont rien à voir avec ça. C'est l'effet Homeland. Ils partent à l'étranger, ils peuvent revenir après, parce que c'est extrêmement subversif. D'une certaine façon, c'est comme si on avait déplacé le tropisme de la révolte de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient, et que la révolte contre les valeurs occidentales, la société de consommation, bah, c'était là-bas aujourd'hui. Et de la même façon qu'on pouvait rêver de partir faire la révolution à Cuba, et ben on peut partir rêver faire la révolution chez Daesh. C'est pas tout à fait pareil. Il n'y a pas de cigares, il n'y a pas de jolies filles, et c'est une autre ambiance. Et l'idéologie n'est pas du tout la même. Et on peut se demander si à une certaine époque, ces jeunes-là se sont Oui, pas ça serait engagés pas parti, plutôt chez dans Che les Guevara. brigades rouges Eh oui. ou dans l'action directe. Oui. Mais je pense que c'est très difficile d'interpréter la communication des djihadistes dans la mesure où ceux qui sont vraiment dans le maquis ou dans le désert ont des moyens de communication assez réduits. La qualité d'ailleurs de leurs vidéos n'est pas très très bonne. Ils se méfient énormément des drones, des appareils d'interception des Américains, de tout ce qui pourrait les repérer.
Par contre, ce qui me paraît très important chez eux, c'est qu'ils se nourrissent d'une rhétorique radicale, simpliste, mais qui peut marcher quand même. Quand vous voyez Boko Haram, par exemple, ils ont des complicités partout. Il est évident que jamais Boko Haram n'aurait pu enlever toutes ces jeunes filles, ni tuer tous ces jeunes gens, on en parle beaucoup moins, s'ils n'avaient pas une énorme complicité. Alors quand ils disent, si vous voulez, l'éducation occidentale est un péché, il faut voir comment ça fonctionne là-bas. Moi, si j'avais 18 ans dans le nord du Nigeria, je serais peut-être à Boko Haram. Ils n'ont même pas besoin de faire de la propagande dans la mesure où les défauts de la société, c'est leur meilleure propagande. Il y a un terreau, en fait. Oui, le régime est pourri, l'éducation n'est pas bonne. Donc les erreurs, les oublis, la corruption du pouvoir en place dans divers pays, c'est leur meilleure propagande. Vous partagez cette opinion? Oui, tout à fait. Oui. Ces messages forts ont toujours pris ancrage dans des sociétés en difficulté, auprès de la jeunesse notamment? Oui, en difficulté. De toute façon, si on n'a pas, il faut la trouver, cette difficulté. Être adolescent, c'est quand même se confronter à une autorité. Donc, s'il y a des figures trop lisses ou trop fautives en face, évidemment qu'on a envie de les transgresser. De la même façon que le parti qui recrute le plus au sein de la jeunesse aujourd'hui, c'est le Front National. Donc, il y a un message aussi derrière ça, collectif malgré tout. C'est qu'il y a une forme de transgression, il y a une forme de refus qui s'exprime à travers l'adhésion au Front National. Est-ce que Marine Le Pen aurait envie de s'élever au rang d'icône, par exemple? Pour l'instant, elle joue la carte de la ménagère de moins de 50 ans, Marine Le Pen, qui conduit sa Twingo avec ses enfants le matin à l'école. C'est plus sa carte à elle, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Il y a une fabrication d'images incroyable parce que en fait, c'est une héritière qui vit dans un manoir ou qui vivait jusqu'à récemment avec son père. C'est pas du tout dans les codes habituels et qui, jusqu'à ses 35 ans, faisait la fête toutes les nuits. Donc c'est pas du tout, mais elle a complètement changé d'image. Elle ne deviendra pas une icône parce qu'elle joue précisément plutôt la transversalité, le rassemblement, le TF1 en fait. Mais alors pourquoi la jeunesse s'engage vers le FN? Parce qu'on en a fait un objet de désir pour la jeunesse. On a diabolisé le Front National à tort ou à raison pendant des années. On en a fait un objet de désir. Et puis c'est la seule alternative. Le slogan UMPS fonctionne malheureusement très bien. Il y a des vraies raisons. Et la jeunesse a besoin effectivement de subversion, de colère aussi. C'est ça, je dirais. La jeunesse a besoin de bousculer les conformismes. Il se trouve qu'aujourd'hui, la gauche et la droite républicaine apparaissent comme des formations politiques de la culture du conformisme et de la bien-pensance. Et le Front National joue très bien là-dessus. Marine Le Pen elle-même, il y a quand même une forme de culte de la personnalité. Hein. Je veux dire, quand on dit le parti bleu marine, ça veut dire quand même quelque chose. Et Marine Le Pen exploite très très bien cette volonté de transgression. Puis par ailleurs, Marion Maréchal Le Pen, c'est la Benjamine de l'Assemblée nationale. Voilà. Et je ne sais plus comment s'appelle le sénateur qui est le Benjamin du Sénat, qui est également Front National. Quand on veut être élu, il ne faut pas être une icône. Il faut que l'électeur, ou l'électrice surtout, puisse s'identifier au candidat. Donc il faut effectivement une Twingo avec laquelle on conduit ses enfants à l'école, quelqu'un de simple, quelqu'un français ou française moyenne, ça c'est très bien. Si vous êtes trop personnage magique ou icône, ça va introduire une distance. Alors bon, quand on s'appelle De Gaulle, compte tenu des circonstances de la guerre, ça va. Mais il vaut mieux s'appeler Pompidou pour être un peu rassurant. Donc je ne pense pas que Marine Le Pen aspire à devenir icône, elle est trop intelligente. Il y a quelques jours, elle a comparé sa famille à la dynastie Kennedy, quand même. Donc, oui, alors la dynastie Kennedy, c'est autre chose, mais ils ont eu un statut d'icône parce qu'ils ont eu beaucoup de morts. C'est après quand même 2 ou 3 assassinats qu'ils ont eu ce statut-là. Avant, non, c'était des jeunes plutôt... plutôt... que la famille Le Pen n'en est pas encore là. Non. C'était des jeunes ambitieux qui réussissaient bien, mais pas encore martyrs. Alors, quelle place pour l'image et les icônes dans nos démocraties occidentales? Quel rôle joue l'image chez nous? On réécoute un extrait de votre documentaire, Jean-Hugues Béraud. Dans une chambre d'ado, il n'y a pas que le poster du Che. Ce n'est pas une icône au sens religieux. Ça rentre en composition avec des chanteurs, de la musique, avec des acteurs, du cinéma. Et donc, voilà, cette image-là appartient à cet univers. C'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus existentiel. C'est la contre-culture. On est dans quelque chose qui est le refus d'une société. Les repères politiques eux-mêmes font l'objet du refus de cette jeunesse qui va préférer trouver dans la musique le message, l'horizon d'une société meilleure, plutôt que dans les livres de Marx. Les icônes de l'Occident sont dissociées de la politique, Christian Delporte? Aujourd'hui, en grande partie, oui.
Là, ce qu'on nous montre bien, c'est que, au fond, dans une société qui n'est pas extrêmement enthousiasmante, on s'évade en se créant un imaginaire d'évasion, en sachant très bien que finalement il débouchera sur pas grand-chose. Mais les politiques aujourd'hui, alors, pas complètement partout, mais en tout cas dans les sociétés occidentales un peu vieillissantes, si. Elles ne représentent pas grand-chose. Bon, il y a quand même des exceptions. Lula, au Brésil, était un homme politique transformé en icône, parce qu'il avait une histoire, parce qu'il y avait un récit, parce que... il y avait ce récit du vendeur de chaussures, du cireur de chaussures, du mécanicien dont le doigt avait été arraché par une machine, du rebelle qui avait fait de la prison, etc. Et une histoire à la fois à laquelle on peut s'identifier, que l'on peut raconter et que l'on peut évidemment nourrir d'enthousiasme. Voyez-vous, le mythe, Guevara est né à une époque où on disait élection piège à con. C'est-à-dire finalement une époque assez révolutionnaire. Mais quand on voit aujourd'hui des jeunes qui ont le t-shirt Guevara, il y en a beaucoup, on peut dire que beaucoup ne savent même pas qui était Guevara. Mais pour eux, c'est une forme d'originalité, de protestation, peut-être de protestation virile, comme aurait dit Adler, le disciple de Freud. C'est pas forcément pour ça qu'ils vont manier la Kalachnikov ou découpiller une grenade. Le t-shirt, d'ailleurs, avec une figure politique, c'est né en 1974 avec le t-shirt Giscard à la barre. Hein. C'était le premier à ma connaissance. Le premier de Che Guevara. Le premier chez Guevara, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que porter un t-shirt chez Guevara, ça soit une profession de foi politique. Je pense que c'est plus une manière d'exprimer une certaine originalité, une certaine fantaisie, peut-être une certaine rébellion sans qu'il y ait un programme politique ou un derrière. désir de Il y a rébellion. une icône en construction qui est Jacques Chirac. Jacques Chirac est en train de devenir une icône. Il y a des photos sur Internet qui s'échangent. On a des t-shirts Jacques Chirac qui sont imprimés, alors que c'est totalement surréaliste. Chirac n'est plus au pouvoir depuis des années, puis il ne fait plus rien. Mais il devient une espèce d'icône. Et on s'affiche avec lui de la même façon que Obama s'est affiché avec Ronald Reagan. On voit Hollande s'afficher avec Chirac. Et c'est assez surprenant qu'un président de gauche vienne se ressourcer auprès d'une icône républicaine de droite. Mais là, peut-être que ça relève, dans un monde qui est particulièrement difficile, d'une forme de nostalgie, d'un âge d'or, parce que Chirac, quand même, reste identifié aux années 70-80. Et en fait, cette nostalgie des années 70-80 ne se limite pas à la politique, mais à toute la culture, de manière générale. C'est déjà du second degré. Le t-shirt de Che Guevara porté par un jeune est presque déjà aujourd'hui du second degré. Pour l'instant, mais moi je vois celui de Chirac. S'il avait des funérailles nationales, ça choquerait pas. Il y a quelque chose. J'ai un très beau t-shirt de Raymond Barre. Chaque fois que je le mets, je fais rire mes enfants. Et puis il y a une autre chose, la question du copyright. Il n'y a pas de copyright pour Che Guevara. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, presque tout est protégé par les copyrights. Tintin, la veuve d'Hergé, il veille de très très près. Il est impossible d'avoir un t-shirt Tintin. Les imprimeurs auraient le droit à des procès. Guevara, c'est gratuit. Alors moi, je suis d'accord avec Christian. Il faut vraiment séparer nos sociétés établies dans la démocratie depuis un certain temps et celles qui ont une démocratie émergente. Il y a le Brésil, mais il y a aussi Aung San Suu Kyi, par exemple, en Birmanie, qui est une vraie icône. Et parce que le peuple n'est pas encore libéré. Elle est dans un mouvement d'émancipation qui n'est pas terminé. Donc là, ce mouvement d'émancipation, il est accompagné par l'iconisation de cette personne qui va perdre son corps pour devenir une image. C'est-à-dire que c'est une figure sacrificielle. Quoi. Vous êtes en train de me dire qu'en gros, aujourd'hui, dans une société comme la nôtre, on peut plus ériger d'icônes. Mais soyons clairs, les exemples que l'on donne sont des exemples de combattants. Voilà. Où sont les combattants aujourd'hui dans nos sociétés? C'est rassurant d'une certaine manière, hein, mais dans les démocraties occidentales, il n'y a plus de combattants. Genre, la dernière grande icône finalement politique, c'est le général de Gaulle. Oui. Mais pas parce qu'il a été président de la République. Je suis pas d'accord, il y a eu Obama entre-temps. Obama, c'était une icône parce que c'était aussi un symbole, c'était une sorte de Martin Luther King qui serait devenu président de la République. Ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas duré longtemps. Les gens ont pleuré quand même. C'est qu'on est en pleine déception. Pour que l'icône existe, sur la durée, il est possible que ça devienne une icône. Voilà, il y a une création qui peut, quand on aura passé l'effet de déception, dans un deuxième temps,
devenir, comme Chirac d'ailleurs, qui a eu aussi un effet de déception, devenir une sorte d'icône, en se disant bah, c'était quand même autre chose. C'est un très bon exemple, parce que Obama, pour être élu, il a convoqué cette iconographie oui, des années 70. Oui, c'est ce que vous expliquez dans le documentaire. Avec l'affiche de 2008 qui a été construite par Shepard Fairey, justement en Che-like, c'est-à-dire vraiment directement en référence à l'image iconique du Che. Et donc, en effet, il s'est attiré cette iconographie et donc beaucoup de déception, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il n'est pas du tout, c'est pas du tout la politique qu'il veut mener. Donc, il y a une déception, mais je pense qu'il y a peut-être un retour iconique qui est possible aussi. Philippe Rochevolet, vous dites en politique la fabrication est totale. Vous, Christian Delporte, vous dites pour construire le récit, il ne faut pas inventer, mais grossir. Est-ce que vous vous rejoignez ou est-ce que vos deux visions sont contradictoires? Moi, je pense qu'on peut fabriquer une icône. Obama, c'est une fabrication. Mais après, il faut que ça repose sur des... Je pense qu'on dit la même chose, ça repose sur des racines. Il y a une sincérité quand même à la base. Il y a quelque chose à dire. On ne peut pas fabriquer sur du vide. C'est très étonnant pour Poutine, par exemple, qu'il ait réussi à le faire. Poutine, il a réussi à le faire parce qu'il a convoqué le tsarisme, il a convoqué même le souvenir, la nostalgie du soviétisme. Mais lui, il est parti quasiment de zéro. Il n'a rien à dire, c'est un ancien agent du KGB. Mais c'est très artificiel quand même. Il n'est pas sûr que ça dure dans le temps. Voilà. Alors que Obama, moi, je crois à la pérennité de cette image sur la durée. Un homme politique peut construire une histoire sur lui-même, mais il faut qu'elle soit vraisemblable. Et pour qu'elle soit vraisemblable, il faut qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait une réalité qui permette l'adhésion, que cette réalité soit non seulement reconnue, mais appropriée par ceux à qui elle s'adresse. Est-ce que, par exemple, le concept de présidence normale de François Hollande est un échec de ce fait? Je pense qu'il y a d'autres raisons. Non, je parle du concept de présidence normale, de cette idée de vouloir véhiculer un président normal. Je pense que ça relève d'autre chose. Je crois que ça relève de la manière dont en France, on apprécie le président de la République. Nous ne sommes pas sortis de la logique monarchique. Nous avons besoin d'un monarque. Le général de Gaulle disait que... on avait besoin de grandeur, et parce qu'on avait besoin de grandeur, on avait besoin de mystère. Oui, il n'y a pas de pouvoir sans mystère. Il n'y a pas de pouvoir sans mystère, et on n'admire pas ce que l'on connaît bien. Le prestige ne va pas sans mystère, car on revers peu ce que l'on connaît trop bien. Il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre, ni de culte sans tabernacle, disait le général de Gaulle. Maintenant, Guevara est mort jeune. Imaginez que Pétain soit mort en 1939, il y aurait partout des lycées Pétain et des avenues Pétain en France. Si Guevara avait vécu plus longtemps, qu'est-ce qu'il aurait fait? S'il avait été gestionnaire d'un pays, est-ce qu'il n'aurait pas déçu ses partisans? En mourant tôt, vous évitez d'écrire une fin décevante de votre histoire. Est-ce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat? Dans notre société qui est totalement saturée par les images, on peut encore tirer son image du jeu, son icône? Ou est-ce qu'une icône est vouée à disparaître aussi vite? Une image est vouée à être chassée par une autre. Je crois qu'on se méfie beaucoup des icônes aujourd'hui. C'est-à-dire quand on voit les jeunes, les mouvements de contestation ou de révolte aujourd'hui en Occident, encore une fois il faut préciser, ils sont beaucoup dans le masque, dans le refus de l'image identifiable. Ils sont beaucoup dans le collectif. C'est 99, par exemple. Anonymous, 99%. C'est-à-dire 99%, on fait masse, on est tous ceux qu'on ne reconnaît pas. Donc il y a beaucoup de ce masque et je pense qu'il y a une profonde méfiance contre le fait de pouvoir identifier une icône. Un dernier mot et on conclut. Il y a une soif d'icône de la part du grand public, mais le problème c'est qu'il y a une rotation de plus en plus rapide. On est dans un consumérisme politique, donc en fait on a besoin de nouveautés. On achète une icône et puis on va la remplacer par une autre. Mais c'est difficile. Si vous voulez, on ne peut pas être une icône sans mentir sur soi. Il faut donner un aspect uniquement positif. Avec les réseaux sociaux, ça devient très difficile. Les réseaux sociaux disent tout sur vous, y compris ce que vous ne voulez pas dire. Ça sera difficile d'avoir l'image idéale que doit avoir l'icône. Alors, c'est la guerre contre les réseaux sociaux pour les icônes. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine, vous retrouvez Laurent Bazin qui vous présentera un documentaire sur le Burkina Faso. Et puis moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un débat sur la conquête de la ville d'Hénin-Beaumont par le Front National aux dernières municipales. À très vite sur Public Sénat.